Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il y aurait la conclusion. En ce moment, ils sont réunis à Genève, 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Et ils décident d'un processus mondial visant à élaborer, à négocier une convention, un accord ou autre instrument international. Voilà, pour renforcer la prévention, la préparation à la riposte face aux pandémies. Eh ben dis donc, en tout cas c'est optimiste. Ils nous annoncent déjà de prochaines pandémies. Ben on espère qu'ils ont tort. En tout cas, de quoi s'agit-il? Bonjour maître Linda Simonet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif d'avocats défendant les libertés et vous apportez votre aide au syndicat Liberté Santé. Hein, c'est bien ça? Absolument. Alors, racontez-vous, parce que déjà, si je comprends bien, on en a un tout petit peu parlé avant de prendre l'antenne, l'Organisation mondiale de la santé a déjà des pouvoirs étendus, mais ce qui se passe en ce moment se préparait déjà depuis quelque temps. Oui, alors absolument. Quand on regarde la chronologie, vous voyez que Charles Michel, président du Conseil européen, avait appelé à une réforme du traité. Et en 2021, nos instances dirigeantes, que ce soit au niveau de l'Union européenne, le 25 février 2021, ils ont appelé à une coopération mondiale. Ensuite, ça a été le Conseil de l'Union européenne qui a appelé également à un nouveau traité. Le 1er décembre 2021, donc comme vous venez de l'indiquer, ce sont les 194 pays de l'OMS qui vont souhaiter la création d'un organe intergouvernemental. Voilà. Oui. Donc ça, c'est en ce moment. Donc, mais en décembre 2021, donc ils avaient souhaité la création de cet organe intergouvernemental qui s'est réuni donc là le 27 février et auquel vous faites allusion. D'accord. Alors, ça veut dire quoi très exactement? Parce que qu'est-ce que ça va ajouter par rapport au pouvoir déjà existant de l'Organisation mondiale de la santé, qui, je le rappelle, alors corrigez-moi si je me trompe, parmi les donateurs les plus importants, il y a Bill Gates, enfin la fondation Bill Gates, les Chinois, enfin il y a de très grands et généreux donateurs. Hein. Absolument, c'est une institution, agence qu'on dit hybride, dans la mesure où elle est financée à la fois par des fonds étatiques et à la fois des fonds privés, philanthropiques, dont le plus connu, Bill Gates, et donc on estime entre 50 à 60% des dons privés quand même, donc effectivement très majoritairement, oui. Donc ça serait effectivement dans une large mesure. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se prépare par rapport au pouvoir déjà très étendu de l'OMS? Alors effectivement, les pouvoirs sont déjà très étendus en matière de santé, de prévention, pour légiférer sur l'entrée et la sortie de territoire en cas de pandémie. Donc en réalité, on avait déjà... C'est intéressant parce que énumérez-les, parce que je crois que personne, enfin moi-même, je ne sais, nos auditeurs, je ne sais pas s'ils savent l'étendue de ces pouvoirs très concrètement, quoi. Absolument. Donc le RSI, le règlement sanitaire international modifié dans sa dernière mouture en 2005, parce qu'en fait il avait déjà été modifié de manière très approfondie en 2005, dispose que l'OMS peut revoir l'historique des déplacements des zones touchées, elle peut examiner les preuves de l'examen médical et de toute analyse de laboratoire, exiger des examens médicaux, examiner les preuves de vaccination ou d'autres prophylaxies, exiger une vaccination ou une autre prophylaxie, placer les personnes suspectes sous observation de santé publique, mettre en place une quarantaine ou d'autres mesures sanitaires pour les personnes suspectes, mettre en œuvre l'isolement et le traitement si nécessaire des personnes affectées, mettre en œuvre la recherche de contact des personnes suspectes ou affectées, refuser l'entrée de suspects des personnes concernées, refuser l'entrée de personnes non affectées dans les zones affectées et mettre en œuvre un filtrage de sortie ou des restrictions dans les zones affectées. Donc des pouvoirs très étendus. Déjà, on avait des pouvoirs très étendus, effectivement, prévus à ce règlement sanitaire international de 2005. D'accord. Alors, qu'est-ce que ajouterait 2023, disons, la réunion? Parce que il dit ceci, et l'Union européenne l'écrit en gras, un accord ou tout instrument international juridiquement contraignant en vertu du droit international. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement contraignant, maître Linda Simonet? Alors, contraignant parce que, effectivement, jusqu'à maintenant, même si on n'en a pas l'impression, le règlement sanitaire international ne faisait que des recommandations et qu'en réalité, les États pouvaient très bien s'y soustraire.
Ah oui, c'était pas exécutoire. Absolument. C'était des recommandations. Non, mais c'est très important. Oui, elles n'ont pas force contraignante. D'accord. Très... Et là, il s'agirait de... Il s'agirait effectivement d'implanter des mesures contraignantes. Et ça figure dès le premier article. Alors, il faut être précis, c'est que pour le moment, le draft que l'on a, ce sont des propositions qui sont faites par cet organe intergouvernemental. Ça n'est pas voté. Hein. Mais nous avons dès l'article 1 de ce projet intitulé les mots recommandations contraignantes et non plus des simples recommandations. Mais donc, ça veut dire quoi, très exactement? Ça veut dire que l'OMS peut exiger des États qu'ils exécutent ces recommandations? Absolument, des États, et comme c'est un règlement sanitaire international, il a vocation à s'appliquer également aux entités, personnes physiques et morales, et aux autorités administratives. D'accord. C'est ce qui fait sa différence avec un traité qui s'applique à l'égard d'un État. C'est pour ça qu'ils veulent envisager non seulement la réforme du règlement sanitaire international, mais également un traité. Mais ça veut dire que ça changerait quoi? Par exemple, une entité, une administration, l'OMS peut dire, à l'intérieur d'un État, ce n'est plus l'État qui décide par rapport à ça. L'OMS peut, si évidemment c'est voté, peut dire oui, attention, vous n'appliquez pas telle ou telle règle, vous devez être sanctionné. Absolument. Dès lors que les recommandations sont contraignantes, obligatoires, eh bien c'est exécutoire. D'accord. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une société, une entreprise, une multinationale peut être sanctionnée, voilà. Ça pourrait être envisagé à partir du moment où, effectivement, c'est des faits contraignants sur le plan juridique. Donc, à votre avis, est-ce que ça donne des pouvoirs exorbitants à l'OMS, et comment il se fait que les États donc se débarrasseraient de leur souveraineté? Parce que là, on vient de recevoir ceci, les républicains au Congrès américain, donc aux USA, les républicains annoncent qu'ils refuseront ce traité, enfin, de l'OMS sur les pandémies, car il priverait les États de leur souveraineté en matière de santé. Est-ce que ce serait une privation des États en matière de souveraineté? Alors, toute l'ambiguïté pour l'instant, vu qu'on est à l'état de projet, c'est clair que s'agissant de recommandations contraignantes, c'est qu'elles ont vocation à être exécutoires. Ils n'ont pas, dans le projet, touché le fait que les États peuvent normalement se retirer de ce traité et par le mécanisme de l'article 22. Donc il y a un système de retrait et de refus, mais effectivement qui serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour les États dès lors que les recommandations sont effectivement exécutoires. Bien sûr. Donc pour eux, en fait, pour ceux qui présentent effectivement le projet en disant voilà, s'il y a d'autres pandémies, comme on a eu avec le Covid-19, il faut se préparer et être beaucoup plus coordonné. C'est ça. Et en fait, quel serait, s'il y a, le maître Simonet, le revers de la médaille? Alors, donc effectivement, la difficulté, c'est qu'on le voit aujourd'hui, on a quand même un système de santé qui est piloté de manière administrative et centralisé, en tout cas chez nous au plan national, qui a fait l'objet de vives critiques avec notre conseil scientifique. Et là, ça voudrait dire que nous donnons ce pouvoir non plus à l'échelle nationale, même pas à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale. Donc il y a une distance entre les citoyens et leurs instances dirigeantes en matière de politique sanitaire qui serait énorme. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas fini de faire le bilan de cette crise, parce que finalement on en a pas tiré encore toutes les conséquences. Bien sûr. Et que l'OMS tire déjà les conclusions en disant il nous faut un nouveau traité pour être plus performant. Donc c'est assez troublant de voir qu'on n'a pas encore... C'est vrai. On n'a pas retiré, on n'a pas fini même les enquêtes sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore, et on veut déjà... En fait, on veut la gouvernance mondiale quelque part. Enfin, c'est ça, un pas de plus peut-être, non? Ça y ressemble fort, puisqu'effectivement, on peut pas effectivement dire le contraire, puisque on voit qu'en plus les recommandations ne se limiteraient pas à des domaines sanitaires.
Elle donne des pouvoirs. Que... on voit donc l'OMS aurait un pouvoir en matière d'allocation de santé, c'est-à-dire qu'elle s'occuperait de la fourniture des vaccins. D'accord. Des diagnostics, des traitements. Vous voulez dire qu'il y aura encore des échanges de SMS intéressants? Peut-être que Tedros Adhanom Ghebreyesus pourrait être soumis aux mêmes pression que Ursula von der Leyen, par exemple. On ne fait que des suppositions, bien sûr. Oui, vous voulez dire que les pouvoirs seraient très étendus. Très étendus, donc pratiquement le directeur général a effectivement le pouvoir de déclarer non seulement une pandémie quand il y a des éléments avérés, mais également, ils ont fait entrer le concept de potentiel impact. C'est quoi le potentiel impact? Eh bien, justement, c'est une notion très floue et que donc on ne sait pas ce que c'est et que le directeur général, tout seul, même s'il a un comité d'experts, mais qui est quand même choisi à l'intérieur de l'organisation, peut décider de recommandations sur un potentiel impact. Nous estimons que c'est une pandémie, nous estimons qu'il faut faire ça et ça et ça, etc. En fait, c'est un pouvoir presque absolu, quoi. C'est très flou, oui. Ça peut devenir absolu à partir du moment où il n'y a aucun encadrement, ni juridique, ni de définition sanitaire. Et pas de contre-pouvoir si c'est voté, c'est ça? Pas de contre-pouvoir, il n'y a aucun mécanisme de contre-pouvoir qui n'est prévu à l'intérieur de... Intéressant, donc, intéressant. Et ce serait le vote est prévu, enfin si vote il y a, est prévu pour quand, Linda Simonet? Alors nous sommes donc pour l'instant à l'état de projet. Il y a ce qu'on appelle un rapport d'étape en 2024 lors de la 76e assemblée de l'OMS. Voilà, de l'OMS, il y aura un rapport d'étape. Donc le projet devrait être quasiment finalisé et il est prévu pour être adopté lors de la 77e assemblée, c'est-à-dire en 2024. En mai 2024. Oui, donc demain, quoi. Enfin, dans un an. Ça va très vite. Pratiquement, ça va très vite. On a vu qu'en fait, ils avaient démarré dès 2020. En pleine pandémie, en pleine guerre d'Ukraine, ces modifications de règlements sanitaires. Pendant la pandémie, pendant la guerre d'Ukraine-Russie, le processus continue. Voilà. C'est ça, et augmente. Il était bien en cours. Eh bien, écoutez, à suivre. En tout cas, merci beaucoup, Maître Simonet, pour tous vos éclaircissements. Je crois que, franchement, c'est à voir. Notre santé, c'est quand même un des éléments les plus essentiels. Qui va diriger? Est-ce que ce sera un gouvernement mondial, un pouvoir mondial ou pas? À suivre, mais toujours, restons vigilants.